Et pour terminer cette longue mais passionnante journée et revenir sur des thèmes que nous avons déjà un petit peu abordés, nous avons donc le plaisir d'accueillir Françoise Vaquet. Françoise Vaquet est directrice de recherche émérite au CNRS et elle travaille sur l'ordre matériel du savoir, une histoire concrète par les gestes, par les lieux, par les procédures. Et signalons son livre paru en 2022 aux éditions du CNRS, « Dans les coulisses de la science, techniciens, petites mains et autres travailleurs invisibles ». Eh bien, ces autres travailleurs invisibles sont souvent des travailleuses. Et vous allez nous mener, Françoise, derrière chaque grand homme, les collaboratrices familiales du travail scientifique. Tel est le titre de la communication que nous écoutons désormais. Merci. Merci. Donc, en 1977, paraissait dans les cahiers d'études africaines un article signé par un collectif nommé Gertrude, c'est-à-dire groupe d'études et de réflexion théorique sur les recherches universitaires et les diplômes d'État. Et ce collectif s'interrogeait, c'est le cœur de l'article, sur la production sexuelle des connaissances scientifiques, donc genre et sciences. Cette interrogation était née à la lecture de remerciements publiés dans des thèses et autres publications des années 1960-1970. Il donnait à voir la diversité et la masse des tâches que des épouses d'anthropologues, essentiellement d'africanistes, avaient assurées aux diverses étapes de la recherche, depuis l'élaboration du projet jusqu'à la relecture des épreuves du livre, en passant par tout le travail sur le terrain, sans compter, pendant tout le temps, des commentaires, des critiques, des suggestions. Le couple fonctionnait, dit Gertrude, comme une unité de recherche, jusqu'au moment de la publication où cette unité se dissolvait. Un seul nom, celui de l'homme, figurait sur la couverture de l'ouvrage, la femme se trouvant ravalée dans la préface ou dans une note où elle était remerciée. Remercier est un verbe ambigu en français, car s'il signifie l'expression de la gratitude, il veut dire aussi congédier. L'article, c'est une fiction, bien sûr, tout cela. L'article est des plus drôles quand Gertrude soumet le problème aux grands théoriciens du moment, Michel Foucault, Lévi-Strauss, Althusser, Barthes, Lacan, qui chacun avance une explication en tenant compte, suivant leur grille de lecture, donc la sexualité, le structuralisme, la philosophie marxiste, la sémiologie et bien sûr le lacanisme, je ne peux pas dire autrement, et ça se termine par un feu d'artifice vraiment splendide, lacanien. Sous le couvert de la fiction et de l'humour, Gertrude pointait preuve en main, parce qu'elle cite un certain nombre de remerciements, mais prudemment uniquement d'ouvrages anglo-américains. Il n'y a qu'un ouvrage français qui est cité, et d'ailleurs personne ne s'est plainte, bien sûr. Et donc Gertrude pointait un phénomène majeur du travail scientifique, un phénomène demeuré dans l'ombre, comme l'épouse ou la compagne, fidèle collaboratrice ou collaboratrice de tous les instants, comme on peut le lire. L'histoire de la science met en pleine lumière une élite de chercheurs, le plus souvent des hommes. Les femmes, quand elles apparaissent dans ces grandes histoires de la science, sont présentées comme des pionnières. La première, qui ? Ces dernières années, il est vrai, des études nombreuses ont été consacrées à des femmes qui, dans telle ou telle discipline, ont gravi les échelons, ont brisé tous les plafonds de verre, accédant aux fonctions universitaires et parfois aux plus hautes distinctions. Ces dernières études sont le plus souvent dues à des femmes qui s'en sont tenues là, ainsi des travailleuses qui, elles aussi, avaient participé à l'œuvre de science, sont restées ignorées par leurs sœurs même. C'est à ces invisibles de la recherche, des femmes et des hommes, que j'ai consacré, comme vous l'avez dit, une étude qui, dans une démarche goffmanienne, m'a amené à explorer les coulisses de la science. Pour cela, j'ai déplacé le regard de la science faite, celle des publications, pour le porter sur la science qui se fait, sur le travail qui s'effectue,
pour aboutir aux dites publications. Se découvre alors une population nombreuse, œuvrant tant dans les institutions publiques que dans le privé des familles. Pour en rester à la sphère domestique, des femmes ont travaillé pour le compte d'un mari, d'un frère, d'un père, d'un oncle. Parmi ces travailleuses du proche, les épouses ou les compagnes sont les plus nombreuses et les plus actives. C'est à elles que j'en resterai aujourd'hui, me tenant dans un large XXe siècle où le phénomène n'est cependant pas nouveau. La confusion, je le précise, ne doit pas être faite avec les couples scientifiques, soit des ménages de chercheurs, où les deux partenaires, publiant également, sont également ou à peu près également reconnus. Dans ma recherche, je me suis principalement fondée sur des documents biographiques, c'est-à-dire les biographies et autobiographies en forme, mais aussi des entretiens, des remerciements, des hommages, des nécrologies, discours de circonstances, correspondances, journaux et bien sûr des remerciements. Et ici, sans que ce soit véritablement une loi, plus l'homme est grand, plus il y a de documents, bien sûr. C'est une vaste gamme de tâches que des épouses ont accomplies. La copie, la dactylographie, en un temps où l'homme ne s'approchait pas de la machine à écrire, la relecture de manuscrits ou d'épreuves, la confection d'index, des travaux bibliographiques, des dépouillements d'archives, des fiches de lecture, un travail stylistique, des dessins, des schémas, longtemps faits à l'encre de Chine, ce qui n'était pas facile, la prise de photos, le classement des photos, l'analyse de laboratoire, collecte de spécimens, prise de mesures, logistique d'une mission ou d'une expédition, correspondance, le secrétariat et aussi le secrétariat d'édition de la revue dont l'époux était parfois le directeur. Et je passe ici encore sur les avis, les conseils, les suggestions et les critiques. Et je vais donner quelques exemples de ces tâches en acte. Et le premier que je prendrai, c'est celui d'une formulation en catalogue au fil de l'élaboration d'un livre. Et là, je cite. « Je tiens en tout premier lieu, écrivait l'auteur d'un gros ouvrage très illustré d'histoire du cinéma paru en 2000. Je tiens donc à remercier mon épouse, à qui je dois d'innombrables impulsions. Elle s'est ensuite chargée de la relecture du manuscrit, de son transfert informatique, du montage du livre avec sa mise en page très complexe, nécessitant des mois de travail, de la gestion et du traitement des images, des contacts avec les éditeurs, de la recherche de fond, de la supervision de l'impression, etc. » Je me demande ce qu'il y a dans l'etc. Bref, sans elle, cet ouvrage n'existerait simplement pas. Partant des résultats de plusieurs années de rédaction initialement réunis dans des fichiers Word aux dimensions décourageantes, elle a transformé la réalisation concrète de ce livre en une passionnante aventure à deux. Fin de la citation, lui seul a signé. Les tâches varient suivant les personnes, la nature des recherches et la durée de la collaboration qui a pu être ponctuelle, limitée dans le temps, ou se poursuivre longuement en une sorte d'assistanat permanent, en une véritable vie-travail. Et je me tiendrai à 3 exemples pris à 3 moments dans le siècle et dans 3 disciplines différentes. Durkheim, le père fondateur de la sociologie en France, fit un beau mariage qui lui assura un genre de vie aisé et une épouse extraordinairement dévouée. Le portrait de Louise-Émile Durkheim, et là c'est très important, Louise-Émile Durkheim, décédée en 1926, que son neveu Marcel Mauss a tracé dans l'année sociologique, où il l'associait aux membres disparus de la rédaction de la revue, eh bien ce portrait donne un aperçu de l'activité qu'elle déploya au service de son mari. Et je cite, « Jusqu'au bout, elle put assurer à son mari les plus favorables conditions de travail. Fort instruite, elle put enfin collaborer à son œuvre. Pendant de nombreuses années, elle copia certains de ses manuscrits, corrigea toutes ses épreuves. Sans elle, l'année sociologique eût été un fardeau écrasant pour Durkheim. Elle participa toujours, non seulement à toute la besogne matérielle, de gestion, d'administration, de correspondance, de correction et de distribution des épreuves, mais aussi à la correction du manuscrit et même souvent, discrètement, mais sûrement, de correction. » Fin de la citation.
Il est d'ailleurs dans les archives du Collège de France une lettre de Madame Durkheim remerciant son neveu, donc Marcel Mauss, du papier à lettres qu'il lui avait envoyé pour des étrennes, en un hommage affectueux, peut-être un peu malicieux, à son travail de secrétaire d'édition de la revue. Le deuxième exemple que je prendrai est celui de René Le Riche, qui fut professeur de médecine expérimentale au Collège de France. Il a laissé dans ses mémoires un portrait de sa femme où il rend compte de l'aide qu'elle lui apporta. Je précise qu'elle avait fait des études de médecine, elle était d'origine allemande, donc elle parlait bien l'allemand, et elle parlait aussi anglais. Et voici ce qu'écrit Le Riche. « Elle me fut une secrétaire précieuse, lisant et corrigeant tout ce que j'écrivais, revoyant les épreuves, faisant des lectures et des traductions dont j'avais besoin. Après la mort de son mari, Elliot René Le Riche publia un recueil de témoignages, des témoignages qu'elle avait reçus lors de la mort de son mari, et aussi de nécrologie parus dans divers périodiques français et étrangers. Et elle y plaça une biographie de son mari, un portrait qu'elle dit plus intime et qui valait aussi pour elle. Après leur mariage, en 1910, ayant arrêté ses études de médecine, elle aida son mari dans la préparation du chirurgicat. Elle commença aussi alors sa contribution au Lion chirurgical, qui était un périodique que Le Riche avait cofondé. Et voici ce qu'elle dit. « Toute la rédaction des articles étrangers devenait mon domaine. Combien de fois ne fallait-il pas réécrire un travail de bout en bout, fourmillant de contresens, après avoir été traduit du suédois en anglais et de l'anglais en français, ou bien du russe en allemand et de l'allemand en français. » Fin de la citation. Elle suivit aussi son mari dans ses voyages d'études et d'information, notamment dans ce fameux voyage de 1913 aux États-Unis, où Le Riche entra en contact avec Halsted et révisa sa pratique chirurgicale. Si Le Riche lisait couramment l'anglais et l'allemand, eh bien, il ne le parlait pas, donc l'épouse était très importante là. Par la suite, alors que son mari était devenu professeur à Lyon puis à Strasbourg, elle continua son activité à ses côtés, rédaction pour le Lion chirurgical, lecture puis résumé de ce qui pouvait l'intéresser dans les travaux dans les revues étrangères, frappe d'articles, car la secrétaire de la clinique n'y suffisait pas. Le troisième exemple, le dernier que je prendrai, est fourni par les propos extrêmement émouvants que le proto-historien Jean Guilaine a, à plusieurs reprises, tenus sur son épouse Christiane, une collaboratrice de tous les instants. De leur mariage en 1962 jusqu'à sa mort en 2016, elle fut, dit-il, et je cite, « sur tous les fronts. Elle a participé à toutes mes campagnes de terrain, elle a souvent géré le budget, a saisi tous mes textes, ouvrages, communications, cours, relus de multiples épreuves. » Dans une interview, Guilaine a beaucoup parlé de son épouse, dans une interview où il rappelait sa vie dingue, ça c'est Guilaine qui dit ça, je ne me permettrai pas, sa vie dingue de chercheur, il soulignait le rôle magnifique de son épouse avec une formule à forte consonance anthropologique. Elle a vraiment fait corps avec moi pour que je puisse tenir tête à tout. C'est splendide, anthropologiquement parlant. Et il continue, évoquant sa propre activité extrêmement nourrie. Il souligne encore la contribution de sa femme dans cet entretien, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, tous mes bouquins, tous mes articles, c'est elle qui les saisissait. Et j'avais des rapports à faire en permanence, des rapports de type administratif. Moi, j'écrivais, et c'est elle qui tapait. C'est vrai que, sans elle, je n'aurais pas pu faire tout ça, je n'aurais pas pu faire. Encore Christiane Guilaine relisait les manuscrits des thèses que son mari dirigeait, corrigeant fautes ou tournures défaillantes, et elle faisait un même travail sur les épreuves des lourds manuscrits des équipes. S'ajoute encore à son bilan l'essentiel de la confection des tables de la revue d'ethnographie méridionale, Folklore, dont Guilaine était le directeur ou le secrétaire général, je me rappelle. Certains de ces travaux, que je viens de mentionner, relèvent de ce que le sociologue américain Everett Hughes a appelé le sale boulot, c'est-à-dire celui dont on se débarrasse sur autrui. C'est par exemple taper et retaper, lire et relire, faire l'index, besogne qui, dans les remerciements, sont présentées comme des tâches ingrates, des tâches lourdes et ingrates. Ces travaux ne postulent pas moins tous une certaine expertise, ne serait-ce que taper vite et bien, faire un index exact, précis et systématique,
Quant à la relecture de textes, et je pense à un exemple d'une femme, une capétienne, qui a relu les épreuves de la thèse de son mari, qui était mathématicien, hein, et bien là, il faut vraiment une bonne expertise, une expertise réelle, une compétence réelle, pour vérifier signe à signe les formules qui ont été tapées. Parmi les épouses qui ont travaillé dans l'ombre aux côtés de leur mari, nombre détenaient un capital intellectuel réel, qu'elle l'ait acquis sur le tas, en travaillant de nombreuses années auprès du spécialiste de la discipline, si ce n'est du meilleur spécialiste, qu'elle l'ait déjà possédé au moment de leur mariage, avec une solide formation, fruit de l'éducation, un temps domestique, puis scolaire et universitaire. Et il est des docteurs, des sévriennes, des agrégés, des capétiennes, qui ont travaillé pour leur mari, ce qui, par parenthèse, amènerait à s'interroger sur cet autre phénomène du monde scientifique français, que sont ces couples faits de normaliens et d'agrégés, où dans la carrière, l'homme a eu la précédence, sans que la différence d'âge ne soit marquée, avec le cas fréquent de l'un, l'homme, allant dans l'université ou la recherche, et l'autre, la femme, dans un lycée. Donc, des épouses ont accompli un temps, ou pendant toute une vie, une variété de tâches relevant aussi parfois d'une haute expertise, d'un travail spécialisé ou encore de savoir quasiment propre aux femmes. Ce fut un temps, celui des langues vivantes, moins connu des hommes qui au lycée faisaient latin-grec, alors que les filles qui jusqu'en 1925 n'ayant pas droit au latin dans les lycées de la République, étudiaient l'anglais ou l'allemand. Et on comprend que Madame Fèvre, par exemple, ait pu aider pour l'allemand son mari. Hein. Autre savoir féminin, c'est le dessin. Le dessin qui a été étudié un temps par des filles de famille bourgeoises, et il était ensuite d'une grande utilité pour un époux zoologue ou botaniste. Certaines de ces épouses ont déployé une somme d'efforts vraiment colossale. L'expression « sans elle », qui se trouve assez souvent, n'a donc rien d'emphatique, elle est juste. Cette aide majeure ou moindre était aussi pour le bénéficiaire une économie de temps dans un monde où, hier comme aujourd'hui, on n'avait pas le temps et où il fallait aller vite. Et là, je reculerai un petit peu dans le temps et je donnerai le témoignage sur la question de Littré. Littré, pour son dictionnaire, fit embaucher à un certain moment, il avait des collaborateurs qui étaient payés par Hachette, mais quand on commence à imprimer le dictionnaire, il faut tenir le rythme avec l'imprimerie, et il a besoin d'autres collaborateurs. Et il fait embaucher sa femme et sa fille. Et il a explicité dans une conférence où il parle de la confection de son dictionnaire, il a explicité la valeur de ce qu'il appelle cet arrangement domestique. Voici ce qu'il dit. « Ces auxiliaires d'un genre nouveau étaient constamment à côté de moi, m'interrogeaient sur ce qui les arrêtait et recevaient immédiatement et sur place toutes les instructions que le courant de la besogne suggérait. » Donc, comme ça, on allait vite et sûrement. Cette configuration efficace d'un travail aux proches perdura d'autant plus que la majorité des universitaires français n'ont disposé ni de secrétaires ni d'assistants, en raison notamment de la longue misère de la science française. Et à peu de choses près, l'article écrit en 1868 par Pasteur sur le budget de la science garde bien de sa valeur générale pendant une bonne part du XXe siècle. L'aide que des épouses ont apportée excède les tâches que l'on a mentionnées. S'ajoute bien sûr le travail domestique, qui longtemps restait leur apanage, et la charge mentale qui va avec. À la longue liste inventaire des activités domestiques qu'André Michel a dressée en 1978, détaillant tout ce qu'il faut entendre, par exemple, quand on dit éducation des enfants, ou même quand on dit lessive ou repas à préparer, il y a énormément de choses derrière. Donc, à cette longue liste d'activités domestiques, j'ajouterai une activité sociale qui a été déléguée à l'épouse d'un savant. C'est l'organisation de dîners et de réceptions autour de son mari, et une femme comme Madame Le Riche
surtout lorsque les Lorich étaient à Strasbourg, c'était fréquemment 40 personnes à table, dîner assis. Donc il fallait quand même aussi s'en occuper. Et aussi, au début du XXe siècle, des femmes tenaient un salon. Ainsi, le salon oriental que tint Désirée Bloch-Lévy, l'épouse d'Isidore Lévy, le maître des études indianistes dans le premier tiers du XXe siècle, eh bien ce salon fut un lieu majeur de la sociabilité intellectuelle des orientalistes. Et peut-être Madame Lévy y est-elle pour une part. Quelles que soient les tâches intellectuelles et matérielles faites par l'épouse, le descriptif s'augmente de l'aide morale que la femme a pu, l'épouse, apporter et du travail émotionnel qu'elle a accompli dans des moments décisifs de la carrière ou de la recherche. Ça ne marche jamais sur des roulettes, hein, tout ça. Bon. Cela fut publiquement rappelé lors de l'hommage rendu à Madame Pasteur à sa mort en 1910. Madame Pasteur fut présentée, je cite, comme le modèle de la femme du savant. Et c'est vrai que Madame Pasteur avait aussi beaucoup collaboré, elle avait beaucoup copié, elle était la secrétaire de son mari, elle avait participé à la colonie que Pasteur avait instaurée au Pont Gisquet au moment des études sur la maladie des vers à soie. Et d'ailleurs, Madame Pasteur est présentée par son gendre comme la plume à la main, toujours prête à écrire. Mais dans ce modèle de femme savant, il y avait aussi autre chose. Et là, je cite l'hommage à Madame Pasteur. « Lorsque surviennent les déconvenues douloureuses, fréquentes même dans la carrière des plus grands hommes, elle doit trouver en elle la force d'âme capable de remonter le courage et de réchauffer l'ardeur. » Et on pourrait, pour une variante plus moderne, tirer des propos d'un historien mettant en 1998 le point final à un ouvrage, voici ce qu'il écrivait, il remerciait sa femme, qui a pris sur son temps et son travail, elle avait un emploi, pour lire et relire toutes les versions et supporter un flot de pensées exprimées à haute voix, d'inquiétudes et de questions parfois importantes et parfois triviales. Si l'on fait la somme des tâches que des épouses ont pu faire pour leur mari, on mesure l'importance de l'aide apportée, que ce soit en termes scientifiques, en temps économisé ou octroyé, ou encore en soutenant la dynamique de l'activité intellectuelle. Cette contribution reste le plus souvent invisible. Cela est clairement dit dans l'hommage qu'un très grand historien de l'humanisme rendait à son épouse décédée en 1999. Il retraçait dans un article, il retraçait par le menu la collaboration experte qu'elle lui avait apportée, en particulier en ce qui concerne la philosophie grecque, où il n'était pas moins expert qu'elle, disons, et cette collaboration qui avait duré toute une vie. Et au terme de ce compte-rendu, en quelque sorte, il concluait « Personne ne s'en était rendu compte ». Seuls quelques indices, une dédicace, un remerciement, attestent parfois, publiquement du moins, la réalité d'une contribution. L'immense majorité de ces femmes n'a jamais co-signé, ce qui a contribué à leur invisibilité, alors qu'elles n'apparaissent pas dans le lieu d'exposition usuel du monde scientifique, c'est-à-dire sur la couverture d'un ouvrage ou en tête d'un article. Peu importe qu'elles aient abattu un travail considérable au point d'être considérées, je cite, comme une partenaire à part entière, et la publication dite une œuvre commune, un travail autant sien que mien, un seul signon. Il est vrai que l'épouse a pu choisir de s'effacer, et les témoignages ne manquent pas dans la première moitié du XXe siècle référant à la modestie féminine. La non-signature de l'épouse collaboratrice a pu a posteriori être jugée inique. Et je pense ici à Ruggiero Romano, qui ayant en 1951 publié avec Fernand Braudel un volume sur Livourne, sur le port de Livourne, écrivait 30 ans plus tard dans ses mémoires « Justice aurait voulu qu'il porte aussi la signature de Madame Braudel pour l'aide énorme qu'elle nous avait apportée », mais c'est dit 30 ans plus tard. La recherche féministe anglo-américaine des années 1970-1980
a dénoncé la pratique qui, sous des raisonnements divers, refusait à l'épouse la qualité d'auteur que son travail lui aurait mérité. On dit, était-il nécessaire qu'elle signe? Ne partage-t-elle pas le crédit de son mari alors qu'elle en porte le nom? N'est-elle pas ainsi tacitement incluse dans son autorité? Plus on tirait de cela des conséquences économico-sociales, conséquences qui servaient autrui mais qui desservaient la cause des femmes. En effet, d'une part, alors que son travail est incorporé dans celui d'autrui, cette incorporation était jugée avantageuse non seulement au premier bénéficiaire, qui est l'époux, du travail de son épouse, mais aussi à l'établissement puisqu'il emploie, puisque cet établissement, payant un seul travailleur, obtient le travail de deux. D'autre part, l'épouse faisant un travail non rémunéré et non reconnu, n'a-t-elle pas contribué à alimenter dans le monde scientifique une image dévaluée de la femme et susciter chez celle qui est entrée une anxiety, enfin authorship, la crainte de ne pas avoir pleine capacité à devenir auteur. Au-delà de ces questions tout à fait intéressantes, je présenterai plusieurs éléments d'explication à l'effacement de l'épouse collaboratrice. D'abord, le statut juridique, qui est en France celui de la femme mariée. Si en 1938, elle cesse d'être une mineure, juridiquement parlant, le mari demeure jusqu'en 1965 le chef de famille et il peut, entre autres, s'opposer au travail de sa femme. On se plaira à penser que dans le monde intellectuel, ces données patriarcales n'aient pas eu cours et que les tenants de l'avant-garde scientifique aient eu une même modernité dans la vie sociale, mais ce n'est peut-être là qu'une vue de l'esprit. On peut se demander aussi si le fait que l'épouse travaille pour le compte de son mari n'était pas une chose naturelle, ou pour le moins escomptée. Et j'en veux pour preuve la lettre que Mathiez, l'historien de la Révolution, adressa à son thésard Schnerb, Robert Schnerb, quand celui-ci lui annonça son mariage. Il le félicita tout particulièrement d'avoir choisi pour épouse une femme qui s'intéresse à ses travaux, et je cite, et qu'il secondera. De fait, Madame Schnerb, qui était sévrienne et agrégée d'histoire, donc elle avait toutes les capacités, mais qui aussi enseignait en même temps au lycée, travailla beaucoup pour la thèse de son mari sur les contributions directes, en dépit d'un intérêt au début fort mitigé pour le sujet. Une deuxième raison de cet effacement de l'épouse collaboratrice pourrait être que le monde universitaire français a été fort lent à accueillir des femmes dans le corps enseignant, comme des études l'ont montré. Travailler aux côtés d'un époux était une possibilité discrète de la recherche. Enfin, j'ajouterai que jusqu'en 1970, et là partout dans le monde, des collaborateurs techniques, hommes et femmes, autrement dit des ingénieurs et techniciens des universités ou de la recherche, eh bien, ils ne signaient pas. Ou quand ils signaient, et ce n'était pas fréquent, c'était au bon vouloir du patron. Comment cette situation a-t-elle été vécue? On peut se poser cette question. Les témoignages sont rares, et pour ceux qui sont publics, par exemple celui de Madame Schnerb, de Madame Le Riche, ou encore d'une femme géologue, Madame Chaput, eh bien, ils disent le plaisir de travailler pour l'être aimé. À cet endroit, on rappellera aussi l'enthousiasme amoureux de la jeune Suzanne Sontag, l'icône du féminisme, qui commença sa carrière en se faisant prête-plume de Philippe Rieff pour son ouvrage Freud, The Mind of the Moralist. C'était l'assistant qu'elle avait en cours à Chicago. Elle est tombée amoureuse et elle a commencé à faire des fiches pour lui. Alors, quel élément affectif se conjugue un intérêt personnel n'est pas exclu, mais ici, rien n'est écrit. Effet d'un silence social, un silence social qui aurait aussi éventuellement dissimulé des sentiments négatifs, des regrets, des griefs, nuançant la bonne grâce généralement prêtée à l'épouse. On ne sait. Et la parole s'est-elle aujourd'hui libérée pour dire le malheur, peut-être le bonheur, d'avoir travaillé dans l'ombre d'un compagnon? La situation en soi n'est désormais peut-être plus avouable si elle existe. Et je conclus. La somme des tâches
que des épouses ont faites pour le compte de leur mari amènent à souscrire aux propos de Gertrude, voire à renchérir, et à renchérir grandement. Bien plus, cette somme impressionnante de travail laisse penser à ce que serait la science, toute discipline confondue, sans cette main-d'œuvre quasiment ignorée des ouvrages d'histoire et de sociologie des sciences. D'où ma question finale, d'ordre contrefactuel: qu'en aurait-il été de l'avancement du savoir scientifique si toutes ces travailleuses s'étaient croisées les bras? Je vous remercie. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui, Sonia. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question qui n'est pas historique, mais est-ce que vous savez, probablement pas, est-ce qu'il y a des données, par exemple, sur les techniciennes à l'heure actuelle dans les laboratoires, puisqu'il y a quand même une inégalité de genre dans les techniciennes en laboratoire, en tout cas en biologie, et de leur éventuelle reconnaissance dans les publications. Et est-ce que là, il y a des biais qui sont clairs? Est-ce qu'on considère que finalement, il y a des inégalités de genre sur la représentation des publications, comme était, en fonction de la position, comme a été mentionné plus tôt pour des personnes qui sont vraiment enfin pas des personnels de recherche, mais qui sont chercheurs, etc. Est-ce que le travail technique des femmes est moins valorisé dans la reconnaissance des publications? Dans l'ouvrage que j'ai publié sur les coulisses de la science, il y avait une part notable sur les techniciens aussi, hein, qui dans un premier temps n'ont pas été si favorisés que ça, et les techniciennes de recherche sur les modes de reconnaissance. Alors, la question là, que j'étais amenée à me poser, bon, c'est vrai que ces gens-là, bon, jusqu'en 70, en 1970, personne, aucun technicien, aucun ingénieur ne signe, sauf si le patron fait une bonne manière, en quelque sorte. Bon. La question que je voulais poser, peut-être vous pouvez vous-même me répondre, c'est que maintenant, si vous voulez, dans l'autorialité dans les sciences biologiques en particulier, avec la notion de collaborateur qui a été inventée depuis les années 2000, à peu près, plus ou moins, les personnes peut-être ne vont pas signer comme auteurs, mais elles vont apparaître comme collaborateurs au pied de l'article en indiquant, entre parenthèses, la nature de la collaboration. Donc déjà, c'est une façon d'être un peu visible. Et par des témoignages que j'ai rencontrés, naturellement, le mieux, c'est de grimper en tête de l'article, d'arriver au niveau des auteurs. Donc là, il y a peut-être, dans ce domaine-là, peut-être une certaine reconnaissance. Parce que ce qui compte dans la reconnaissance, bon, c'est être bien traité, ne pas entendre des mots désagréables. Parce que, par exemple, dans la fin des années 50, à Pasteur, il y a eu toute une polémique parce qu'un chercheur avait traité, un technicien ou une technicienne, je ne me rappelle plus, de manœuvre de la science. Donc ça avait fait vraiment... ça avait créé une véritable panique, etc. Donc ces choses-là, maintenant, peut-être s'entendent moins, peut-être, j'en sais rien, mais les personnes sont déjà mieux, d'une certaine façon, mieux considérées, peut-être se défendent mieux que par le passé, mais ce qui compte, moi je me suis rendu compte, bon, c'est être considéré, c'est être vu, c'est apparaître. Et dans notre monde, où est-ce qu'on apparaît? C'est en tête d'un article ou en tête d'un livre, quoi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, il nous reste à vous remercier, Françoise Vaquet, à remercier toutes les intervenantes de l'après-midi. Antoine Lilti m'en voudra pas de féminiser, enfin que le féminin l'emporte puisqu'il était ultra minoritaire. Celles et ceux qui le souhaitent, eh bien, nous retrouverons demain matin à 9h30. Merci, au revoir.